Une personne sur 3 ayant vécu une relation toxique avec un pervers narcissique manipulateur présente encore, des années après, des symptômes de dissociation mentale, de vide intérieur ou de perte d'identité. Pas à cause de coups, mais à cause des mots, du silence, du doute. Tu peux être entouré de gens, avoir un travail, une vie normale, et pourtant te sentir mort à l'intérieur. Parce que ce que tu as vécu, personne ne le voit. Ce type de souffrance est unique, silencieuse, invisible. Elle n'a pas laissé de cicatrices sur ton corps, mais elle a creusé des failles dans ton esprit. Carl Jung appelait ça l'effondrement de l'âme, quand ce qu'on croyait être solide, notre valeur, notre identité, notre intuition s'effondre sous le poids d'une manipulation qu'on n'a pas vu venir. Et le pire, c'est que tu t'en veux. Parce que tu crois que c'est toi qui n'étais pas assez fort, pas assez lucide. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi le lien avec un pervers narcissique manipulateur dans un couple toxique n'est pas une simple mauvaise expérience, mais un traumatisme profond, souvent comparable à un stress post-traumatique. Tu vas apprendre ce que les neurosciences, le stoïcisme, Freud, Jung et les études psychologiques les plus récentes disent vraiment de ce que tu as traversé. Et surtout, comment t'en libérer. Et si toi aussi tu as été dans cette spirale, ou si tu y es encore, si tu sens ce vide, ce chaos, cette confusion intérieure. Laisse un like, abonne-toi et surtout écris en commentaire « Je suis toujours vivant ». C'est important de l'écrire pour ancrer ce changement en toi. Tu n'es pas seul. Et cette vidéo pourrait bien être le premier pas vers ta reconstruction. En 1959, Carl Jung écrivait que les blessures les plus profondes de l'âme sont celles que personne ne voit, pas même la personne qui les porte. Et pourtant, aujourd'hui, plus d'une personne sur 6 ayant été en relation avec un narcissique présente des signes cliniques de stress post-traumatique complexe. Ce n'est pas une simple rupture, ni un conflit banal. C'est un effondrement intérieur. Un effondrement silencieux. Qui ne laisse ni bleu ni fracture, mais qui ronge de l'intérieur comme une fuite lente dans les fondations d'un immeuble. Et ce qu'il y a de plus troublant, c'est que ce mal est invisible aux autres. Vous continuez de marcher, de sourire, de parler. Mais quelque chose s'est déconnecté à l'intérieur. Vous n'êtes plus vraiment là. Vous êtes en mode survie. Selon une étude publiée dans The Journal of Psychological Trauma, 63% des victimes de relations narcissiques décrivent une sensation de vide intérieur persistant, accompagnée d'un sentiment de dissociation de leur propre vie. Ce vide n'est pas métaphorique. Il s'observe dans le cerveau. L'IRM fonctionnel montre une activité réduite dans les zones liées à l'introspection et à la régulation émotionnelle, comme le cortex préfrontal médian. Freud, dès 1917, parlait de perte de l'objet non pas comme la perte d'un être, mais comme la perte d'un sens. Et c'est exactement ce que vous ressentez. Vous ne savez plus pourquoi vous faites ce que vous faites. Pourquoi vous vous levez. Pourquoi vous êtes là. Tout ce qui faisait sens l'amour, la confiance, la valeur que vous pensiez avoir s'est effondré. Et le pire, c'est que personne ne semble comprendre. Autour de vous, on minimise. On vous dit d'aller de l'avant. On vous dit que ça arrive à tout le monde. Mais ce que vous avez vécu n'est pas une simple déception. C'est une désintégration identitaire. Un phénomène que les neuroscientifiques appellent aujourd'hui érosion du soi, où l'identité, en permanence réécrite par l'influence toxique de l'autre, finit par se diluer totalement. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, l'écrit ainsi. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils s'en font. Le problème, c'est que le narcissique a modifié votre opinion. Il l'a déformée, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus si vous êtes bon, si vous êtes aimable, ou même réel. La chercheuse Sandra L. Brown, spécialiste des traumatismes relationnels, parle d'un syndrome unique, le Post-Relationship Cognitive Dissonance. Ce n'est pas seulement que vous avez mal. C'est que votre cerveau est en guerre contre lui-même. Il se débat entre ce qu'il a ressenti de l'amour, de la connexion et ce qu'il a subi de la manipulation, de l'humiliation. Cette contradiction détruit la cohérence mentale. Et avec elle, l'estime de soi. Pourquoi personne ne le voit? Parce que le narcissique est un illusionniste social. Il maîtrise l'art de l'image, du contrôle. Il vous détruit en privé et vous désarme en public. Et vous ne savez même plus si vous avez le droit d'en parler. Si vous êtes crédible. Si vous êtes faux. Ce doute est l'arme principale. C'est lui qui vous isole. Qui vous fait taire. Qui vous empêche de demander de l'aide. Et c'est pourquoi le vide grandit. Parce que le narcissique ne vous a pas simplement brisé le cœur. Il a touché votre noyau. Il vous a fait croire que votre perception était fausse. Épictète, lui, enseignait que la liberté commence le jour où nous cessons de croire tout ce que nous pensons. Mais comment faire, quand celui que vous aimiez a implanté dans votre esprit une pensée qui vous détruit? Comment séparer vos pensées de celles qu'on vous a imposées?
Des études récentes de l'université de Yale montrent que les personnes ayant été sous l'emprise d'un manipulateur développent une hyperactivité de l'amygdale, la zone de la peur, et une hypoactivité du cortex préfrontal, la zone de la clarté rationnelle. En d'autres termes, vous avez été biologiquement reprogrammé pour douter de vous et craindre les autres. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une trace. Mais voici ce qu'on ne vous a jamais dit. Ce n'est pas irrémédiable. Ce vide n'est pas la fin. C'est un signal. Un signal que quelque chose en vous refuse de mourir. Quelque chose qui veut comprendre. Reprendre le contrôle. Vous n'êtes pas seul. Des milliers d'autres personnes ont vécu exactement cela, à commencer par des figures publiques comme l'actrice Evan Rachel Wood, qui a décrit publiquement ce sentiment de mort intérieure après avoir été sous l'emprise d'un partenaire manipulateur. Son témoignage rejoint celui de tant d'autres. La douleur que vous ressentez est une conséquence logique, prévisible, prouvée. Ce n'est pas dans votre tête. Ce n'est pas de la sensiblerie. C'est une réaction humaine, neurologique, existentielle à un lien toxique qui a perverti vos repères. Mais si cette douleur est logique, alors elle peut aussi être inversée. Lentement. Par étapes. Et non pas en niant ce que vous ressentez, mais en comprenant enfin ce qui vous est arrivé. Et pourquoi cela ne vous définit pas. Dans la suite, nous allons décortiquer ce masque que le narcissique porte avec tant d'aisance. Car tant que vous ne comprendrez pas comment fonctionne leur mécanique, vous resterez à genoux devant le souvenir. Or vous êtes ici pour vous relever. Le narcissique ne frappe jamais frontalement. Il ne pousse pas. Il insinue. Il s'immisce. Il colonise. Ce n'est pas une attaque, c'est une infiltration. Freud disait, le narcissique transforme l'autre en miroir, mais ce miroir ne reflète plus votre vérité. Il déforme votre image jusqu'à ce que vous ne vous reconnaissiez plus. La plupart des gens imaginent qu'un narcissique est simplement quelqu'un de vaniteux, égocentrique, en quête d'admiration. En réalité, c'est bien plus complexe et bien plus dangereux. Selon le DSM-5, manuel de référence en psychiatrie, le trouble narcissique de la personnalité est marqué par un besoin pathologique d'admiration, un manque d'empathie profond, et une tendance constante à exploiter les autres. Mais ce que le manuel ne dit pas, c'est l'impact dévastateur que cela a sur ceux qui entrent dans leur orbite. La chercheuse Ramani Durvasula, spécialiste mondialement reconnue du narcissisme, décrit cela comme un cycle d'idéalisation, de dévalorisation, puis de rejet. D'abord, il vous idéalise, vous êtes spécial, différent, unique. Il crée une illusion fusionnelle, presque magique. C'est là que les hormones d'attachement explosent, dopamine, sérotonine, ocytocine. Des niveaux similaires à ceux observés dans la dépendance à la cocaïne, selon une étude de l'Université Columbia. Puis, sans raison apparente, il commence à vous dévaloriser. Des critiques subtiles, un regard froid, une blague humiliante en public. Et surtout, du silence. Le silence comme punition. Le silence comme outil de contrôle. Vous commencez à douter. Est-ce moi? Ai-je fait quelque chose de mal? C'est exactement ce que vise le narcissique. Il crée une tension cognitive. Vous voulez retourner à l'extase du début, alors vous vous ajustez. Vous devenez plus gentil, plus discret, plus compréhensif. Vous cessez de poser des questions. Vous cessez même de penser. Carl Jung appelait ce phénomène la possession psychique. Une partie de vous est littéralement prise. Ce n'est pas une métaphore. Des IRM ont démontré que l'exposition répétée à la manipulation émotionnelle désactive certaines zones du cortex préfrontal responsable du discernement. Pendant ce temps, l'amygdale, votre détecteur de danger, reste en hyperactivité. Vous êtes donc en alerte, mais sans lucidité. Et tout cela, pendant qu'il ou elle garde ce masque parfait devant les autres. Politesse, charme, réussite sociale. Vous passez pour le ou la sensible, l'instable. C'est ça, la cruauté du mécanisme, il vous détruit en privé, mais vous discrédite en public. Marc Aurèle écrivait, la meilleure vengeance est de ne pas leur ressembler. Mais comment faire quand vous ne comprenez même pas contre quoi vous vous battez? Il faut d'abord voir clair dans leur stratégie. Le narcissique utilise un mélange d'intermittence émotionnelle, de gaslighting et de projection. L'intermittence émotionnelle, c'est ce va-et-vient entre chaleur et froideur, amour et rejet. C'est ce qui rend la dépendance si intense. Vous espérez toujours le retour du bon moment. Le gaslighting, c'est vous faire douter de votre réalité. Vous reprochez ce qu'il a fait. Vous accusez d'être trop sensible, trop exigeant, ou même fou. Et puis il y a la projection, il vous accuse de ce qu'il est. Il vous traite de manipulateur. Il vous fait porter sa propre honte, qu'il ne peut pas reconnaître. Épictète disait que nous souffrons moins des événements que de l'interprétation erronée qu'on nous en donne. Le narcissique vous vole justement cette interprétation. Il prend en charge le récit. Il devient l'auteur de votre version.
La psychiatre Judith Herman, pionnière des recherches sur les traumatismes relationnels, affirme que la violence narcissique est une guerre de territoire psychique. Ce n'est pas votre corps qu'on attaque, mais votre esprit. C'est votre perception qu'on corrompt. Et avec elle, votre confiance, votre instinct, votre voix intérieure. Des études menées par la Harvard Medical School révèlent que les victimes de manipulation narcissique mettent en moyenne 12 à 24 mois à reconstruire une perception de soi stable. Ce n'est pas une dépression passagère. C'est une fracture du moi. Mais voici une vérité que peu de gens osent dire. Si vous avez été pris dans ce piège, c'est parce que vous aviez quelque chose de précieux. Une lumière. Une force. Les narcissiques ne s'attaquent pas aux gens sans intérêt. Ils vont là où ça brille. Parce qu'ils n'ont rien à l'intérieur. Parce qu'ils doivent se nourrir de l'âme des autres pour exister. Comprendre cela ne guérit pas immédiatement. Mais cela fait un premier pas. Cela coupe la corde invisible de la culpabilité. Ce n'est pas vous qui avez échoué. C'est lui ou elle qui n'avait pas de fondation. Dans la prochaine partie, nous allons parler de vous. De pourquoi vous avez été ciblé. Pas parce que vous étiez faible, mais justement parce que vous ne l'étiez pas. Et ça, c'est le début de la renaissance. Avant de passer à la suite, prends un instant pour laisser un like et t'abonner pour rejoindre nos membres. Aussi, si tu connais quelqu'un dans le besoin, tu peux l'aider en partageant cette vidéo. Merci pour lui ou elle. Maintenant, on continue. Ils ne choisissent pas n'importe qui. C'est une idée reçue que seules les personnes faibles ou naïves tombent dans le piège d'un narcissique. En réalité, ce sont souvent les plus brillants, les plus sensibles, les plus généreux qui deviennent les proies. Et c'est précisément ce paradoxe qui rend l'expérience si destructrice. Car quand vous tombez de haut, la chute est plus violente. La psychologue Ross Rosenberg, auteure de The Human Magnet Syndrome, affirme que les narcissiques sont instinctivement attirés par les personnes à l'empathie élevée, à la conscience développée, à l'identité forte mais perméable. En d'autres termes, les personnes qui croient profondément en la bonté humaine, qui veulent comprendre, réparer, soutenir, et qui n'abandonnent pas facilement. Carl Jung appelait ce profil l'archétype du guérisseur blessé. Des personnes qui ont parfois vécu un manque affectif précoce, une blessure d'injustice ou de rejet, mais qui ont transformé cette douleur en force. Qui donnent, qui aiment profondément, qui espèrent que l'amour peut guérir l'autre. C'est cette lumière-là que le narcissique détecte. Pas de manière consciente, mais comme un prédateur repère un battement d'ailes dans la forêt. Il vous teste. Il observe vos réactions à de petites provocations, à des compliments subtils, à des non-dits. Et dès qu'il sent que vous êtes prêt à comprendre, à pardonner, à chercher le sens, il vous marque. Selon une étude de l'Université de Stockholm, les profils les plus visés par les narcissiques ont une estime de soi fluctuante mais profonde, une haute capacité d'analyse émotionnelle, et surtout une tendance à l'autoresponsabilité. Ce dernier point est crucial. Parce que vous vous demandez toujours ce que vous auriez pu faire mieux. Ce que vous avez raté. Ce que vous avez mal compris. Épictète nous met en garde. Ce n'est pas parce que tu portes un cœur ouvert que tu dois en faire un champ de bataille. Et pourtant, vous l'avez fait. Parce que vous croyez en la réciprocité. Parce que vous pensiez que ce qu'on donne finit toujours par revenir. Mais avec un narcissique, ce que vous donnez devient une arme contre vous. Freud disait que le narcissique se construit un faux self, une version idéalisée de lui-même, qu'il projette pour cacher un vide insupportable. Et ce faux self ne peut survivre sans un miroir. Ce miroir, c'était vous. Parce que vous étiez capable de refléter quelque chose de beau. Quelque chose qu'il voulait voler. Il ne vous a pas choisi parce que vous étiez faible. Il vous a choisi parce que vous étiez fort. Mais une force douce. Une force silencieuse. Une force qui, mal dirigée, se retourne contre elle-même. C'est là que réside le piège. Vous avez pensé que si vous aimiez plus fort, si vous compreniez plus profondément, vous pourriez le sauver. Ce que vous ignoriez, c'est qu'il ne voulait pas être sauvé. Il voulait être adoré. Et quand l'adoration commence à faiblir, il faut vous faire douter. Vous culpabiliser. Vous vider. Mais il y a une autre vérité qu'on ne vous a jamais dite. Votre capacité à aimer, à analyser, à vouloir comprendre, n'est pas une faiblesse. C'est un trésor. Ce n'est pas vous qui l'a détruit. C'est la perception que vous aviez de vous-même. Une étude menée en 2021 par le Dr Christine Neff, spécialiste de l'autocompassion, a démontré que les personnes qui développent un dialogue intérieur bienveillant après une relation toxique guérissent 3 fois plus vite que celles qui s'enferment dans l'autocritique. Parce que le problème n'est pas seulement l'autre. C'est la guerre intérieure qui l'a déclenchée en vous. Marc Aurèle nous rappelle que les choses extérieures n'ont pas le pouvoir de troubler l'âme, sauf si l'âme le permet. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que parfois, l'âme ne sait même plus ce qu'elle permet. Parce qu'elle a été trompée. Vous étiez ciblé parce que vous valiez quelque chose.
C'est cette vérité-là qu'il faut ancrer. Pas pour l'ego, pas pour la revanche, mais parce que vous êtes en train de vous reconstruire. Et qu'on ne reconstruit pas un château avec les ruines d'un mensonge. Dans la prochaine partie, nous allons explorer les cicatrices invisibles que vous portez peut-être encore aujourd'hui. Ces blessures mentales qui vous freinent sans que vous ne sachiez d'où elles viennent. Et surtout, comment les reconnaître. Parce qu'on ne peut pas guérir ce qu'on ne voit pas. Ce n'est pas toujours visible. Ce n'est pas un bleu sur la peau, ni une fracture sur une radio. C'est plus discret, plus insidieux. Et pourtant, ça agit tous les jours. Après une relation avec un narcissique, il reste des marques. Invisibles aux autres, mais bien réelles. Des cicatrices mentales. Des traces neurologiques. Des réflexes émotionnels qui changent votre manière de penser, d'aimer, de respirer. Les chercheurs en neurosciences comportementales parlent aujourd'hui de traumatismes relationnels complexes, qui laissent 4 grandes empreintes dans le cerveau et le psychisme. Des altérations si profondes qu'elles peuvent influencer vos décisions pendant des années, sans que vous fassiez le lien avec votre passé. La première de ces cicatrices, c'est le doute de soi permanent. Même des mois, voire des années après la fin de la relation, vous vous surprenez à douter de vos choix, à vous excuser d'exister, à chercher l'approbation des autres. Ce n'est pas un hasard. Une étude de l'université de Stanford a montré que les victimes de relations narcissiques présentaient une activité réduite dans les circuits liés à la prise de décision autonome. Le cerveau a été conditionné à demander validation, à se méfier de ses propres intuitions. Vous pensez que vous êtes devenu indécis, mais en réalité, on vous a appris à ne plus vous faire confiance. La deuxième cicatrice, c'est la peur d'aimer à nouveau. Vous voulez avancer. Vous croyez être prêt, mais dès que quelqu'un s'approche, vous vous refermez. Par réflexe. Parce que votre esprit a assimilé l'amour à la douleur, à la trahison, à la perte de repères. Sigmund Freud disait que, là où l'on a été le plus blessé, on érige les murs les plus hauts. Et vous avez érigé des murailles entières. Pas contre les autres. Contre la possibilité d'être à nouveau vulnérable. Cette peur est ancrée dans l'amygdale, le centre de gestion des émotions du cerveau. Lorsqu'on revit une situation vaguement similaire à celle qui a blessé, même si elle est inoffensive, l'amygdale s'active comme s'il s'agissait d'un vrai danger. Ce mécanisme est documenté dans les traumatismes de guerre. Et pourtant, il est identique dans les traumatismes affectifs. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes programmé pour survivre. La troisième cicatrice, c'est la perte du plaisir dans ce qui vous faisait vibrer. L'enthousiasme s'estompe. Les passions perdent leur goût. On parle ici d'anédonie post-traumatique. Le docteur Bessel van der Kolk, auteur du livre Le corps n'oublie rien, explique que le cerveau, sous choc prolongé, réduit la production de dopamine pour se protéger. Résultat, tout semble terne. Même vos propres rêves ne vous motivent plus. Parce qu'ils ont été associés à un moment où vous étiez manipulé, dévalorisé, vidé. Et puis vient la quatrième cicatrice. La plus subtile. Le besoin inconscient de réparer ce qui vous a détruit. Ce besoin vous pousse parfois à revivre le même schéma, avec une autre personne. À retourner inconsciemment vers des profils similaires. Pas parce que vous aimez souffrir, mais parce que votre esprit cherche à réécrire l'histoire. À gagner là où vous avez perdu. Carl Jung appelait cela la compulsion de répétition. Une tentative maladroite de guérir une blessure non résolue en la revivant encore, en espérant cette fois la contrôler. Mais on ne guérit pas une blessure en s'y replongeant. On guérit en la nommant. En reconnaissant son existence, en comprenant d'où elle vient. Et c'est là que le stoïcisme prend tout son sens. Sénèque écrivait, « Ce n'est pas la douleur qui est insupportable, mais notre incapacité à la comprendre. » Et c'est exactement ce que nous faisons ici, mettre des mots sur ce qui, jusque-là, n'était qu'un poids silencieux. En comprenant ces cicatrices, vous regagnez du pouvoir. Le pouvoir de choisir, de voir venir, de poser des limites. Les cicatrices ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des certificats de survie. Vous êtes encore là. Et le fait que vous cherchiez à comprendre ce qui vous est arrivé est déjà une preuve de résilience. Une preuve que malgré les dégâts, quelque chose en vous refuse de rester à terre. La suite est cruciale. Elle va parler de transformation. De la reconstruction. Pas en surface, pas en forçant. Mais en vous reconnectant à une force intérieure qui a toujours été là, que le narcissique n'a jamais pu toucher. C'est cette force que Marc Aurèle invoquait quand il écrivait. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Dans la partie 5, nous allons entrer dans cette reconstruction. Comment renaître de l'intérieur? Comment réactiver votre clarté mentale? Et surtout, comment appliquer la philosophie stoïcienne à votre propre guérison, pas de manière abstraite, mais comme un véritable art de vivre. Marc Aurèle n'a jamais écrit ses pensées pour les autres. C'était son journal,
sa tentative de survivre mentalement à la violence du pouvoir, à la mort de ses enfants, à la trahison, à l'épuisement. Il les écrivait dans le silence de ses nuits, face à lui-même. Et pourtant, près de 2000 ans plus tard, ces mots guérissent encore. Pourquoi? Parce qu'il parle d'un pouvoir que personne ne peut nous prendre, le pouvoir de choisir comment nous répondons à ce qui nous arrive. Après une relation avec un narcissique, tout semble confus. Vous avez perdu vos repères, vos certitudes, votre capacité à ressentir. Et c'est là que commence la reconstruction, non pas en cherchant à redevenir celui que vous étiez, mais en devenant celui que cette épreuve peut révéler. Ce n'est pas une renaissance spectaculaire. C'est une alchimie discrète, quotidienne. Une reprise de territoire. Un mètre carré d'âme à la fois. Mais par où commencer? Par la clarté. Les neurosciences confirment ce que les stoïciens savaient déjà. La confusion mentale affaiblit la volonté. Une étude de l'Université de Chicago a montré que les individus qui prennent 10 minutes chaque matin pour écrire ce qu'ils ressentent voient une amélioration de 27% de leur clarté émotionnelle au bout de 2 semaines. Marc Aurèle faisait exactement ça. Il notait ses peurs. Il écrivait ses doutes. Parce que mettre des mots sur le chaos, c'est déjà l'organiser. Ensuite, vient l'ancrage. Quand vous avez été sous emprise, votre cerveau est resté en alerte trop longtemps. Il faut le reprogrammer pour qu'il retrouve un état de calme. Des recherches de la Harvard Medical School ont démontré qu'une pratique quotidienne de 5 minutes de respiration consciente réduit l'activité de l'amygdale et restaure l'équilibre hormonal. C'est simple, gratuit, et incroyablement puissant. Les stoïciens l'appelaient « le retour à l'instant ». Ce moment où l'on cesse d'être en guerre avec le passé ou effrayé par l'avenir. Puis vient le cercle vertueux, ce que Sénèque appelait « le petit progrès quotidien ». Vous n'avez pas besoin d'un grand plan de transformation. Vous avez besoin d'un geste par jour. Lire un passage. Sortir marcher sans votre téléphone. Dire non à un message qui sent le piège. Chaque action, même minuscule, reconstruit votre autorité intérieure. Et il y a surtout cette pratique stoïcienne essentielle, la visualisation négative. Cela peut sembler contre-intuitif. Imaginez perdre ce que l'on aime? Imaginez échouer encore? Oui. Parce que le cerveau, selon des chercheurs en psychologie cognitive, traite les visualisations comme des expériences réelles. Visualiser la perte, c'est vous préparer. Ce n'est pas être pessimiste. C'est renforcer votre stabilité. Marc Aurèle l'écrivait. Prépare-toi à l'offense, au rejet, à l'incompréhension, et tu verras qu'ils n'auront plus de prise sur toi. Mais peut-être que ce qui manque le plus, c'est le silence. Vous avez été saturé de bruit, de manipulation, de justification sans fin. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace de reprise. Une étude menée à l'université de Duke a révélé que 2 minutes de silence complet ont un effet plus puissant sur le cerveau que n'importe quel type de musique relaxante. C'est dans ce silence que la voix intérieure, celle qu'on vous a volée, commence à revenir. Carl Jung disait, « Ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. » Et c'est maintenant que la transformation commence. Vous ne pouvez pas changer le passé. Mais vous pouvez vous relier à ce que vous avez appris. Vous pouvez décider que cette douleur ne sera pas vaine. Qu'elle deviendra une fondation. Une clarté. Un engagement envers vous-même. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide. C'est une pratique brûlante, vivante, ancrée dans le réel. Elle ne vous demande pas de ne plus ressentir, mais de ne plus laisser vos émotions vous gouverner. Elle vous apprend que la paix n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité à rester vous-même en plein tumulte. Et tu n'as pas à être parfait. Tu dois juste être constant. Chaque jour où tu écris, tu respires, tu refuses la toxicité, tu choisis de ne pas replonger, c'est un jour où tu t'affirmes. Où tu vis. Dans la dernière partie, nous allons aborder ce moment si précieux, celui que tu ne vois peut-être pas encore, mais qui s'approche, le moment où tu cesses de te blâmer, où tu cesses de survivre, pour recommencer à exister. Car tu n'étais pas faible. Tu étais humain. Et ça change tout. Pendant longtemps, tu as cru que c'était de ta faute. Que si tu avais été plus fort, plus distant, moins aimant, tu n'aurais pas été brisé. On t'a fait croire que ta douleur était une preuve de faiblesse. Que ton effondrement était un manque de caractère. Mais la vérité, c'est que ta souffrance n'est pas le signe que tu étais faible, c'est la preuve que tu étais vivant. Les gens les plus forts ne sont pas ceux qui évitent la douleur. Ce sont ceux qui ressentent profondément, qui aiment sans armure, qui tombent et se relèvent en sachant qu'ils n'auront jamais de spectateurs pour les applaudir. Ce que tu as vécu, peu de gens peuvent le comprendre. Parce que peu de gens ont osé aimer avec la même intensité que toi. Le narcissique n'a pas gagné. Il a peut-être temporairement brouillé ton regard, mais il n'a jamais atteint ton noyau. Il a vu ta lumière, il l'a crainte, il a voulu l'aspirer. Mais cette lumière n'est pas éteinte.
Elle a simplement été recouverte. Carl Jung disait, « Vous ne devenez pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient l'obscurité. » Et aujourd'hui, tu as fait exactement ça. Tu as traversé les ténèbres. Tu as regardé en face ce que d'autres fuient toute leur vie. Tu as compris que tu n'étais pas fou, que ce n'était pas juste une rupture, que ce n'était pas un caprice émotionnel. C'était une fracture identitaire, une manipulation fine, millimétrée, brutale dans sa douceur, une opération mentale à cœur ouvert. Et pourtant, tu es là. Tu respires. Tu penses. Tu cherches encore. Freud disait que l'humain est plus fort qu'il ne le pense, mais plus influençable qu'il ne le croit. Cette ambivalence t'habite. Tu es capable de grandeur, mais tu es aussi vulnérable. Et ce n'est pas une contradiction. C'est l'essence même de l'humanité. Marc Aurèle, lui, aurait simplement écrit « Ce qui t'arrive était écrit pour toi. Pas contre toi, mais pour te révéler. » Et cette phrase, aussi simple soit-elle, contient une clé. Tu n'étais pas destiné à rester dans cette douleur. Tu étais destiné à en extraire quelque chose. Une force nouvelle. Une lucidité. Une paix qui ne dépend plus des autres. Les recherches en psychologie post-traumatique montrent que près de 70% des personnes ayant traversé un traumatisme profond développent ce qu'on appelle une croissance post-traumatique. Une forme de renaissance mentale. Plus de clarté. Moins de tolérance pour le mensonge. Une capacité renforcée à poser des limites, à dire non, à reconnaître ce qui est bon pour soi. Et c'est là que tu te tiens aujourd'hui, à la frontière entre ce que tu as vécu et ce que tu vas devenir. Tu n'as pas besoin de guérir parfaitement. Tu as juste besoin de redevenir souverain. Un peu plus chaque jour. Par des choix simples. Des mots que tu n'acceptes plus. Des silences que tu ne remplis plus. Des personnes que tu ne laisses plus franchir certaines portes. Épictète disait, « Personne ne peut te blesser sans ta permission. » Et cette permission, tu as arrêté de la donner. Tu n'es plus celui ou celle qui s'excuse d'exister. Tu es celui qui observe, qui apprend, qui pose un regard nouveau sur la vie. Et surtout, tu ne cherches plus à être aimé par ceux qui t'ont détruit. Tu redeviens ton propre point d'ancrage. Tu reconstruis une relation avec la seule personne qui ne t'a jamais abandonné, toi-même. Et dans ce lien retrouvé, tu découvres une vérité que personne ne t'a dite. Ce que tu pensais être une fin, était un commencement. Alors non, tu n'étais pas faible. Tu étais humain. Intensément. Doucement. Radicalement humain. Et c'est cette humanité-là, justement, que le stoïcisme protège, cultive, élève. Car le but du stoïcisme, ce n'est pas de t'endurcir. C'est de t'aligner. De faire de toi un être qui ne se perd plus dans les tempêtes des autres. Un être capable de traverser la douleur, sans y perdre son âme. Et maintenant que tu as compris ça, tu peux marcher autrement. Avec moins de peur. Moins de culpabilité. Moins de silence. Tu n'étais pas cassé. Tu étais en train de renaître. Maintenant que nous en sommes à la fin, qu'as-tu pensé de cette vidéo? Tu peux me le dire en commentaire, et si le cœur en est, tu peux aussi rejoindre nos membres pour des vidéos exclusives, qui t'aideront encore plus à sortir de ta situation et à mieux comprendre. Merci à vous.